On revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! RFM. Thierry fait son cinéma sur Radio Fréquence Méditerranée. Thierry vous présente les sorties cinéma, ses gros coups de cœur et les promos d'acteurs. Également dans Thierry fait son cinéma, un film mis à l'honneur. Thierry fait son cinéma, c'est sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est maintenant. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Thierry fait son cinéma sur Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour tous ceux qui nous suivent comme d'habitude sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr. Et puis si vous avez envie de voir nos visages, vous venez faire un petit tour sur le live Facebook. C'est parti pour une émission d'une heure, une émission où Thierry va faire son cinéma. Une émission spéciale ce soir, puisque d'ailleurs on fait que des émissions spéciales. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. Et puis puisqu'on a comme invité ce soir avec nous monsieur Emmanuel Frisero, qui est de la société Frisero Film, réalisateur, auteur et producteur, spécialiste dans le thriller, le polar et le film d'action. Bonsoir Emmanuel. Exactement, bonsoir. Plus précisément, Frisero. Oui. Frisero. Bon voilà, on m'a repris. Donc, Aïe. vous savez que j'ai une spécialité, c'est me tromper dans les noms et les prénoms. C'est peut-être parce que tu as mis un Z à la place du C, peut-être, non? Non, j'ai mis un S. Et le Z de Zorro. Mais on est dans le cinéma toujours, dans la télé, c'est pareil. On va parler cinéma ce soir. D'ailleurs, on va parler on est là pour ça. Vous vous rappelez ce petit générique derrière? C'est la séquence du spectateur, ça, non? Bravo, oui. Bah alors ça se voit qu'il est jeune. Je suis là à l'époque où ça passait, moi. J'étais perdu là, désolé. Moi aussi, dans les années 60. En fin de compte, c'est là où j'allais dire, il est très jeune, il a une quarantaine d'années, c'est pour ça qu'il ne connaît pas. Oui, c'est dans les années 60. La télé était en noir et blanc et on a connu ça, nous, avec Jean-Luc. La télé en noir et blanc. On a connu la télé. Ça paraît une aberration de dire ça aujourd'hui. On a connu la télé en noir et blanc et on a même connu, est-ce que tu as connu, on va parler, chers auditeurs, on va parler cinéma, vous inquiétez pas. Tu as même connu, moi j'ai appris à lire sur la télé quand il y avait TMC, le journal passait en téléscription. Oui, tout à fait. Tu te rappelles de ça? Donc il y avait pas de, il y avait la mire. Il y avait le prompteur. En fin de compte, il y avait un prompteur et c'était un texte qui passait. C'était l'ORTF. Ouais, l'ORTF. Et j'avais peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. 4, c'était les années de maternelle. Et je me rappelle, j'étais assis devant la télé et on avait la chance d'avoir la télé, dans les premiers à avoir la télé et je regardais ça. Mais tu sais, pour rebondir tout de suite et pour rester dans le cadre du cinéma, puisqu'on est dans le cinéma, donc chers amis auditeurs, auditrices, bonsoir. Comment dire, moi j'ai été élevé un petit peu et je pense que Emmanuel connaît ça à la mode Dream On. Dream On, c'est une série américaine qui passait, qui était remarquable, avec un type qui vivait son action. Bon, il y avait toujours beaucoup d'actions, etc. Et en fait, toute action qui se passait de la vie de tous les jours, dans son rôle d'acteur, lui rappelait une scène d'un film qu'il avait vu quand il était tout petit, assis par terre, sur son tapis, et qui regardait avec des yeux d'enfant comme ça, toutes les séries ou tous les films qu'on lui mettait. Ça s'appelle Dream On. Si vous n'avez pas vu cette série, regardez-la, parce que c'est à mourir de rien, parce que toutes les séquences, tous les atermoiements du gars, les expressions qu'il peut avoir sont entrecoupés d'extraits de films existants dont lui avait été abreuvé quand il était gamin. Et donc ça nous amène tout de suite au cinéma, n'est-ce pas? Parce qu'on va parler cinéma forcément avec un metteur en scène, parce que ce monsieur-là que vous avez juste en face de moi, que vous voyez, chers auditeurs, Emmanuel Frisero. Alors, je rappelle que ceux qui nous écoutent sur le secteur, sur la FM ou le web, venez faire un tour sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée et là vous verrez le visage, puisque là sinon vous allez avoir que la voix. Alors moi j'en profite pour parler un tout petit peu au début, après je vais me mettre légèrement en retrait parce que ce monsieur est très bavard, il a énormément de choses à nous dire. Ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est un petit préambule que j'ai préparé parce qu'il fallait quand même se mettre un petit peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère, comme si on avait une petite musique en filigrane derrière. Nous sommes en guerre, Rappelez-vous, souvenez-vous de cette phrase presque énigmatique et qui résonnait déjà à l'époque comme une sentence et prononcée par notre cher président au mois de mars 2020. Putain, ça fait déjà plus d'un an. On a l'impression qu'on est encore en plein dedans. Sortirons-nous de ce bourbier? Cette phrase a suscité énormément de remue-ménage, beaucoup de remous. Et quand les uns allaient faire des courses en prenant bien soin de remplir leur caddie de sucre et de farine, n'est-ce pas, à s'en faire vomir, quand les autres se cloîtraient chez eux, refusant même d'adresser la parole à leurs propres voisins après avoir barricadé la fenêtre avec des vieilles planches en bois, au milieu de tout ça, mesdames, messieurs, il existait certains, et heureusement la majorité, qui ont continué à vivre différemment, certes, mais à vivre quand même. Et parmi ces gens-là, il y en a même qui se sont servis de cette actualité
ô combien importante pour la traiter d'une autre façon, d'un autre regard et d'un regard tout aussi artistique. C'est le cas de notre invité de ce soir, monsieur Emmanuel Frissero, que je salue. Bonjour, merci. Merci pour l'accueil. En tout cas, ça va être un plaisir de partager cette heure avec vous et de parler cinéma. C'est que le début, Emmanuel. On va essayer. Et d'ailleurs, là, j'ai une petite série de questions, mais bon, on a déjà discuté longuement avec mon camarade tout à l'heure pour prendre un petit peu nos marques. Et en fait, il va certainement me redire devant vos grandes oreilles ébahies, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a pu me raconter déjà tout à l'heure, c'est magnifique. Moi, j'aimerais juste lui demander comment ça lui est venu. C'est la première question. Je pense que tout le monde a envie de poser cette question, même toi. Comment ça t'est venu, cette idée, de faire ce court-métrage sur ce sujet-là en particulier? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est tombé et que tu t'es dit, tiens, on va parler du confinement, plutôt que de rien foutre, autant en parler? Comment tout ça a mijoté? Rien n'était prévu, c'est-à-dire que l'année dernière, donc au printemps dernier, quand tout s'est arrêté, on est rentré en confinement, que la France vraiment s'est paralysée. Nous, on a très vite eu l'envie de créer quelque chose. Quand tu dis nous, tu parles de qui exactement? Alors, je parle de mon scénariste, Loïc Landreau, et de la comédienne principale de la web-série, Stana Roumillac. D'accord. Tous les trois, on a commencé à se concerter. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant cette période si particulière, et si on se lançait un défi de faire une web-série, de sortir un épisode par semaine. Donc il y en aura 6. On a sorti 6 épisodes. Durée totale de la web-série à peu près 30 minutes. Elle est disponible entièrement gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Frissero Film de YouTube. Et ça nous a vraiment permis de passer ce confinement d'une manière un petit peu particulière et de vraiment se lancer un pari fou. Créer quelque chose en étant enfermé. C'est la première fois de ma carrière où j'ai pas d'équipe technique. Habituellement, j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Alors bizarrement, ce confinement, beaucoup de gens qu'on a reçus ici, des artistes, des auteurs, des écrivains et tout, bizarrement, ce confinement est compliqué à vivre, mais pour certains, ça leur a permis de créer beaucoup. Ça a été assez prolifique, pour les idées. Prolifique, puisque en fin de compte, ils sont rentrés dans un autre rythme, d'être plus tranquille à la maison, d'être plus posé peut-être à un moment donné pour réfléchir. Et beaucoup ont créé des œuvres, beaucoup plus qu'en temps normal. Donc ça a au moins eu ce côté positif. C'est sûr. Mais moi, là, il y a une question qui me vient tout de suite aussi, c'est que tout à l'heure, tu disais 6 épisodes à raison d'un épisode, d'une cadence de 1 épisode par semaine. Est-ce que déjà au départ vous étiez fixé ce but-là, parce qu'en fait on ne savait pas du tout à l'époque, et aujourd'hui on a bien vu combien ça nous a coûté, mais on ne savait pas du tout que ça allait durer aussi longtemps, donc tu t'es dit si on est un petit peu à la bourre et que dans un mois on est tranquille, donc ça fait 1 mois et demi, 6 semaines ça fait 1 mois et demi en gros, donc il fallait faire un épisode par semaine, ou parce que c'était pas mieux de le faire à un épisode tous les 15 jours ou... Rien n'était programmé, c'est-à-dire qu'on a eu cette idée peut-être 15 jours après le début du confinement, après la déprime, vient le moment où on se ressaisit, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et, c'était rigolo au début, hein. Ouais, pas vraiment. Moi je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que j'ai des gros projets de films qui ont avorté. Et là, je me suis dit, mais encore une année, on ne sait pas en fait. Alors c'est vrai qu'en fin de compte, pour des gens comme moi, peut-être on l'a bien vécu parce qu'on est resté tranquille à la maison, on a coupé le rythme. Mais des gens qui avaient des projets avec. Emmanuel, par rapport, on en parlera tout à l'heure, par rapport à de la promotion ou de la production récupérée, des budgétisés, etc. Ça a complètement tout coupé parce qu'en plus c'était mars, donc c'est-à-dire c'est le renouveau, c'est le début de l'année avec tout un calendrier sur une année entière, et là d'un coup tout s'arrête. Et donc là c'est la frustration. C'est en tant qu'artiste on était moi j'étais vraiment très triste. Bon, déjà de tout ce qui se passait à l'extérieur, on n'avait aucune idée vraiment d'où on allait. Et voilà, cette série se lancer dans ce pari fou, ça a été, je pense que ça nous a fait du bien en fait. Ça nous a fait du bien artistiquement parlant, de pouvoir créer et quelque chose de positif, parce qu'en fait cette série c'est vraiment une série feel good, une série qui donne vraiment du baume au cœur, et en échange de tout ça
on a eu aussi tellement de retours et tellement d'amour des gens, voilà, par rapport à dès qu'il y avait la diffusion des épisodes, que ça nous a encouragés à continuer. Elle était beaucoup suivie alors. Ouais, elle a été beaucoup suivie. Puis comme on en revient au début, en fait, l'histoire n'était pas du tout écrite. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout 6 épisodes. Tu peux nous dire d'ailleurs un petit peu de quoi ça parle, parce que nous sommes en guerre, ok, on a compris. Mais en fait, c'est quoi le scénario, le pitch? Oui, On le peut pitch. faire le pitch. Alors, c'est l'histoire de Stella, donc interprétée par Stana Roumiak, qui est une jeune femme qui ne croit pas au coronavirus, qui pense que c'est un complot de l'État pour manipuler la population. Mais en fin de compte, la théorie du complot. La théorie du complot, mais la Covid va l'impacter directement. Ouais. Elle va y être confrontée très rapidement, et là, elle va changer son point de vue. Et surtout, c'est une personne qui n'avait pas trop de but dans la vie, qui ne savait pas trop quoi faire. Et là, tout ça va vraiment la changer. Elle va se tourner vers les autres. Elle va vraiment avoir une conversion du cœur. Et il y a cette phrase qui résonne dans son cœur et qui est une phrase vraiment très symbolique de la série. C'est « Si nous changeons, le monde change ». Et voilà, et à partir de là, c'est une série qui démarre sur quelque chose d'assez dramatique et qui va vraiment vers un beau message d'espoir positif, se tourner vers les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Comment on peut aider les autres dans cette période où plein de gens ont été oubliés? Et voilà, on a agrémenté au fur et à mesure de l'avancement, en fait, compte de ce qu'on avait dans l'actualité réelle des annonces qu'on pouvait avoir du gouvernement et tout ça. Le scénariste Loïc s'est laissé porter petit à petit en disant, voilà, peut-être que dans l'épisode 3, s'il y a quelque chose comme ça dans l'actualité, on va pouvoir peut-être l'intégrer au fur et à mesure. Donc le scénario a évolué un petit peu en fonction du réel de la situation. Ouais, le scénario a complètement évolué au fur et à mesure de la série, notamment par rapport à l'actualité, mais également par rapport aux contraintes qu'on pouvait avoir, nous, à se retrouver, à devoir tourner un épisode par semaine et se dire, voilà, là on a eu plus de difficultés à tourner cet épisode-là parce que pour telle ou telle raison technique. Et du coup, voilà, on a essayé de se renvoyer un peu la balle pour que ce soit, on va dire... un peu moins compliqué que ça pouvait l'être. Voilà, déjà en termes de scénario et en termes de mise en scène, oui, tout à fait. Et donc au niveau du film lui-même, donc je suppose que chez toi, c'est toi de chez toi qui faisais le montage pratiquement au quotidien, quoi, par rapport aux scènes que tu tournais. Donc je suppose que tu dois avoir un matos d'enfer chez toi, alors. Et ben alors, figure-toi que sur cette série, c'est la question qu'on pose toujours, le matos d'enfer. Et oui, parce que ça demande des moyens dingues. Alors, quoi, mais sur cette série, il n'y a pas eu de moyens dingues. C'est vraiment il y a quasiment pas de budget. Je suis allé vite fait dans mes bureaux récupérer un petit boîtier, voilà, une petite caméra en fait. Un micro, un petit projecteur, et c'est tout ce que j'avais. Ouais. Et j'ai ramené ma station de montage. Là, t'as oublié que quelque j'ai chose. mis dans le salon. Il y avait ça que tu avais en plus. Et un clap, Voilà. bien sûr. Ça, mesdames et messieurs, vous voyez le truc numéro 1 du cinéma voilà. d'hier et d'aujourd'hui, c'est le clap. C'est le premier clap de toute la série. Hein. Voilà, ça, on le voit, il a été immortalisé. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur le web et la FM, venez faire un tour sur le live Facebook, vous allez pouvoir voir les images puisqu'on est en train de vous montrer le clap. Tiens, il faudra, pour notre émission, il va falloir qu'on ait un clap pour lancer l'émission. Bah oui, il nous faut un clap. Voilà. Bien sûr, il faut synchroniser l'image et le son. On va clapper. Donc en fait, vous tourniez les scènes donc pendant la journée ou pendant la nuit aussi, ça arrivait, non, peut-être. Bien sûr. Non, mais du moment où on s'est lancé dans cette aventure, on n'a plus vu le confinement. Hein. C'est-à-dire qu'on travaillait jour et nuit. Je veux dire, des fois, T'as jamais autant bossé que pendant le confinement. Je vais pas dire ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup bossé sur une période très très courte, très très intense. Et ce qui était aussi très compliqué, c'était qu'on était aussi enfermés. On était enfermés dans un appartement où il fallait tourner, vivre. C'était, ça devient un peu pesant à la longue. C'était pesant. On ne sortait jamais à l'extérieur. On voyait personne. On n'avait aucun retour avec les équipes. Voilà, c'était très très particulier. C'est un huis clos alors, cette série. Presque. On peut l'imaginer comme un huis clos, mais quand vous verrez la série, en fait, il y a énormément de comédiens qui apparaissent dans la série.
Alors la série elle n'est pas sortie encore. Si, elle est elle est Ah, quand vous visible. verrez la série, c'est pour ça que Ouais, bien sûr. j'avais pas... Non, je parle pour nos auditeurs qui si l'ont pas vu. on se connecte après pour la voir, je pense qu'il y en a plein qui vont d'ailleurs y aller. Ouais, bien sûr. Sur YouTube, je crois que tu peux la sur regarder. YouTube, exactement. Alors sur pour YouTube. ceux qui sont en train de nous écouter, vous irez bien sûr après l'émission. Parce que Oui, vous pas pouvez maintenant, faire- parce vous qu'on a pouvez- besoin de vous là. Voilà, vous ne pouvez pas faire les deux. Donc Écoutez sur ce qu'on a sur dit, la là. chaîne, on va le dire de suite. Ouais, donc, sur la chaîne YouTube de Fricero Film, ou sinon vous tapez tout simplement Nous Alors- sommes en guerre, la série, sur le moteur de recherche. Et ça ressort. Et, ça sort. T'as tous les ça épisodes ressort. qui sont. Ouais, tous les épisodes sont. Qui font combien à peu près chacun en Alors, éditage ça varie entre 4 et 7 minutes à peu près. Donc, Ah oui, c'est court. Donc ouais, c'est D'accord. assez court, mais 4 ans, faire 5 minutes par semaine, voire 7 ou 8 pour le dernier épisode, parce que du coup on est allé au fur et à mesure, on s'est pas simplifié la tâche. Le dernier épisode dure quasiment 8 minutes. Donc ouais, c'était très compliqué. Et je disais tout à l'heure, on a pu faire apparaître une trentaine de comédiens au final dans la Donc série. ils se filmaient tous de chez eux alors Oui, en fait. c'est ça. En fait, dans la mise en scène, j'ai trouvé une manière un peu donc inédite de faire apparaître tous ces comédiens. C'était soit des visios qu'on a vachement utilisé pendant cette période de confinement où on s'appelait tous par tous les systèmes, par Messenger, WhatsApp, enfin Zoom, ouais. tout ça qui est arrivé vraiment, Il y a des sociétés qui ont gagné de l'argent. fortement, exactement. Et, Ah, il y en a qui ont bossé. Hein. et donc la seule comédienne que je pouvais filmer, bien évidemment, c'était Stana Roumiak qui était là devant ma caméra. D'accord. Et chaque comédien qui apparaît dans la série s'est filmé chez lui. Chez lui avec son téléphone portable. Soit c'était un appel visio qu'on peut voir dans C'est génial dans ce la qu'on peut faire série, aujourd'hui. Ouais. ou alors tout simplement c'était un personnage en hors champ, c'est-à-dire quelqu'un qui était derrière un mur ou derrière la porte. Voilà, on a essayé D'accord. vraiment de trouver une dynamique et une mise en scène un peu complètement. Mais par rapport à complètement toutes ces inédite, hein. images qui t'arrivaient, donc filmées par des supports différents, au niveau du paramétrage de l'image, ça devait être quand même assez compliqué pour arriver à ce que ce soit cohérent pour que ça reste un film, quoi. Ouais, c'était pas simple. On faisait des répétitions avant, à chaque fois, avec les comédiens. On faisait des répétitions par visio. On se mettait en place, on trouvait la bonne rythmique, on trouvait la manière de le faire. Et ensuite, il y avait la partie technique qui n'était pas simple pour tout le monde. Parce que voilà, il y a des gens un peu de tous les âges. Et m'envoyer une vidéo en full qualité, sans c'est perdre pas rien, facile, par mail, c'est pas simple pour tout le monde. Déjà qu'il y en a, tu leur parles de Google Drive ou de WeTransfer, c'est quoi ça? Donc, Exactement, voilà, c'est sûr. on en est arrivé là des fois. Donc bon, après il y a plein de jeunes et je les embête là-dessus. Mais en tout cas, il y avait tout un truc aussi technique à trouver un petit peu la manière de travailler. En fait, le premier épisode, ça a vraiment été, on se lance dans le bain, on voit quelle est la meilleure manière de pouvoir réaliser cet épisode le plus facilement possible, en tout cas en évitant le maximum de contraintes. Ouais. Donc pour un épisode, c'est quoi en gros, un jour de tournage et puis 6 jours de montage et de détails techniques pour mettre tout ça en place. 1 ou 2 jours de tournage, suivant la difficulté de l'épisode. Et effectivement, tout le reste, la post-production, qui englobe donc le montage image, le montage sonore, l'étalonnage. Je sais ce que c'est, tu m'as expliqué tout à l'heure. Donc l'étalonnage, c'est, on va dire, la conformité de la lumière sur chaque plan. Voilà. Et la musique, notamment, et le mixage son. Enfin voilà. Donc du coup, ça au moins, j'ai pu travailler aussi également qu'avec des gens, mon équipe habituelle. Parce que pour la musique, il fallait que tu envoies donc les images à ton compositeur Franck, qui se trouve à Madagascar. La technique, c'est magnifique quand même. Ouais. Le compositeur, il est à Madagascar. Il lui envoie le teaser. C'est surtout la technologie d'aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Internet, c'est fantastique. Oui, c'est sûr qu'avec cette technologie, ça nous a permis de faire ça. La preuve, exactement. La preuve, effectivement. Et oui, j'avais le responsable des effets spéciaux qui habite du côté de Nantes. Il y a des effets spéciaux dans le film. Il y a un peu d'effets spéciaux. D'accord. Ils ne se voient pas. Mais c'est la grande qualité des effets spéciaux. C'est une personne qui était à Bergerac. Est-ce qu'il y avait un acteur qui était à Bergerac ? Non, mais parce je que vois connais. qu'il y a quelqu'un qui nous dit Matt Soso. Mais c'est mon cousin. Voilà, il nous regarde et il envoie un petit message. Voilà, moi de Bergerac. Voilà, on l'embrasse. Oui, hein. Et oui, voilà, il y a eu des gens. Vraiment là, pour le coup, les comédiens, c'était de partout. Hein. Je veux dire, des comédiens jusqu'en Martinique qu'on a eu sur la série. Enfin, vraiment, tout le monde était confiné de partout. Hein. En Corse, à Paris, dans le Sud-Ouest. Tout le monde était confiné. Ouais. J'ai raté un épisode.
épisode alors. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu vois, je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, et toi tu t'en rappelles aussi, donc il y a un mois de ça, donc là, l'émission précédente, qui traitait de la société de production Machina Film de Dominique Graziani, que tu connais d'ailleurs, et qui traitait également aussi, qu'est-ce qui se passe tu disparais là. Petit souci avec ma chaise. Je fais des effets spéciaux en direct. C'est ça. C'est un magicien, il y a un petit côté ça magie. Fait quand tu descends la cave, tu sais. En fait, compte, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, effets spéciaux, il y a le siège qui a lâché et qui est descendu d'un coup. Au pire, tu peux changer de chaise. On va voir si ça arrive une deuxième fois. Oui, et donc je disais qu'effectivement, par rapport à l'émission du mois dernier, où on avait donc Dominique Graziani de la société Machina Film, que je salue au passage. Et en fait, donc, on était venu parler du film Spleen de Fabien Carabin, qui est un metteur en scène comme toi, un jeune metteur en scène qui n'a pas tout à fait le même cursus, un petit peu moins connu pour l'instant, mais qui se lance vraiment et qui a utilisé, comme toi, le confinement pour justement se dire, bon ben moi, plutôt que de rester coincé chez moi, devenir paranoïaque, à ce qui va arriver, eh ben, je vais essayer de mettre ça au service d'un long métrage, juste un long métrage qu'il a fait en autoproduction totale avec Machina Film, puisqu'ils se sont associés. Et je trouve ça génial, moi, quand même, de voir que finalement, dans un art aussi exigeant que peut l'être le cinéma, il puisse y avoir des gens comme toi et comme Fabien et comme Dominique le mois dernier, qui sont partis de rien pour vraiment vivre une aventure un peu extraordinaire dans une situation qui ne l'était pas moins. Exactement. Hein, c'est fou. Oui, complètement. Non, mais on en parlait tout à l'heure et tout ça, mais c'est vrai que... Il suffit juste d'être passionné. Voilà, certainement. On l'a fait avec le cœur et la passion, ça c'est sûr, parce que vu la somme de travail énormissime pour faire ne serait-ce qu'un épisode de 5 minutes, il faut vraiment avoir envie. Sachant que, question, est-ce que ça t'a rapporté quelque chose, ça te rapporte ou... Alors, déjà, ça nous a rapporté dans le cœur, hein, ça, on va être honnête. Bien sûr. Ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Une expérience incroyable. Jamais je n'aurais imaginé de ma vie de faire un film en mode confiné, tout simplement. En autarcie. En autarcie totale. Surtout, depuis la sortie de chaque épisode, il y a eu des milliers de vues, bien évidemment. Et puis, la série a fait également le tour du monde, le tour des festivals. Ouais, tout à fait. On va un petit peu en parler tout à l'heure. Moi ça m'amène tout de suite une question qui est très importante. C'est que, en fait, est-ce que la traversée de cette période un petit peu space, mais qu'on n'a même pas encore fini de traverser du reste, enfin, on ne va pas en parler, est-ce que ça va quand même changer radicalement quelque chose dans ta façon de travailler à l'avenir ? Déjà, ça nous impacte directement, ne serait-ce que même dans la manière de tourner sur les tournages. C'est-à-dire tout le protocole qui a été mis en place, on travaille tous avec des masques, ça ralentit bien évidemment chaque production. Il y a tout à refaire en fait, il y a tout à refaire et puis surtout il y a toute une économie, c'est-à-dire celle de la sortie salle, celle des sorties cinéma, des films pour le cinéma qui s'est arrêtée. Là, il y a énormément de films qui sont en attente de sortie. A priori, si tout se passe bien, nos cinémas vont réouvrir très bientôt. Oui, et la machine va se relancer. Mais le fait qu'elle se soit arrêtée et que... Après, on s'est toujours réinventé. Voilà, le cinéma, il s'est toujours réinventé. Combien de fois on a entendu dire oui, c'est fini, le cinéma, c'est mort. Il y a l'arrivée de concurrents, il y a la télé. Ensuite, maintenant, il y a les plateformes. Mais le cinéma, il est toujours là. Bien sûr. Et on continue à créer de manière différente. Mais on est là. Et voilà, c'est ça aussi être créateur, c'est se réinventer. Là pour le coup, ça n'a rien à voir avec nous. C'est un virus mondial. Il est là, il existe. Maintenant, il faut faire avec et continuer à avancer et à créer au maximum. Là où ça risque d'être difficile, c'est qu'en fait, étant donné qu'il y a plein de sociétés à droite et à gauche qui ont souffert financièrement, on va dire, parce qu'il faut bien malheureusement parler de ça, parler d'argent. Souvent, tout est une question d'argent et dans le cinéma peut-être plus qu'ailleurs encore, parce que les budgets sont colossaux, étant donné le nombre de personnes qui gravitent sur la réalisation d'un film. Donc c'est peut-être là qu'il va falloir essayer de se réinventer de la manière la plus judicieuse possible. Donc c'est en ça que je te disais, est-ce que ça va changer ta façon de travailler ? Parce qu'il va peut-être falloir revoir à la baisse le nombre d'employés, entre guillemets, que tu pourras avoir sur un film pour faire certaines choses. Vu que toi, tu as tout fait sur celui-là, est-ce que tu ne vas pas élargir un peu ton champ d'action à l'avenir ? Comment ça va se présenter, toi ? Non, oui, c'est sûr que là, par rapport au projet que j'ai là actuellement, un long métrage, effectivement, il y a des grosses scènes de figuration.
Et c'est un gros problème. C'est-à-dire c'est un gros problème à filmer, à mettre en place pour le moment. C'est pas possible. Donc il va falloir qu'on ait un peu plus de recul, il va falloir qu'on attende, ou tout simplement, si à un moment on n'a pas le choix, et il faudra modifier peut-être le scénario, ou réfléchir à la mise en scène, ou les effets spéciaux qui peuvent peut-être venir combler un manque d'une foule. On travaillerait uniquement, par exemple, avec 10 figurants et on les multiplie et on en fait une centaine. Un petit peu comme George Michael avait fait dans son clip de Az, je sais pas, cette chanson qu'il avait repris. Il y a beaucoup de films qui se servent de c'était génial ça. Tu voyais une boîte de nuit où il y avait des centaines de George Michael dans la boîte de nuit. Tu te rappelles pas de cette Si, je me rappelle bien. Ce clip, Az, la chanson de Stevie Wonder qu'il avait repris. Et c'était excellent, ça. Non, mais effectivement, c'est un processus qu'on utilise depuis toujours, hein, mais on ne l'utilisait pas de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire une armée romaine où il y a des milliers de personnes, là, on prenait peut-être 100 figurants et on faisait. Là, ma problématique, elle est différente. Je veux 100 figurants, je ne peux pas les avoir en vrai, donc il va falloir que j'en prenne 10. Donc voilà, on travaille un peu d'une manière un peu différente, mais on arrive quand même à trouver des solutions, et c'est ça l'important. Alors, cher ami, est-ce que parce qu'on te connaît un petit peu mieux maintenant, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, ça passe vite. Ça passe très vite. Le confinement passe très très lentement, mais alors l'émission, elle défile à toute vitesse. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'avec Emmanuel, qui maîtrise son sujet, c'est toujours agréable de parler qu'un passionné. D'ailleurs, c'est une émission, chers auditeurs, de passionnés là ce soir. Alors, 3 avec toi, hein. Il faut pas. Non, mais tu peux pas te dissocier du. Non, mais je t'inquiète, je m'englobais dedans. Voilà. Voilà. En tout cas, je suis sur la page YouTube de la. Il est en train de regarder le film. Il nous écoute d'une oreille et regarde de l'autre. Mais effectivement, j'étais en train de regarder le début du film. Et donc, je regardais les 6 épisodes, dont l'épisode final numéro 6, qui est sorti il y a déjà 11 mois déjà. Effectivement. Ça. Et donc, sur la page, alors c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit Free Zero, parce que j'avais écrit avec un S, mais ça s'écrit avec un C. C'est Free Zero Film, et vous allez découvrir donc ce jeune, mais néanmoins talentueux producteur, réalisateur, auteur, interprète aussi, puisque interprète dans la série. Interprète mini-rôle, hein. C'est un caméo. On en parle de ton caméo ou quoi? Si, on peut en parler. C'est presque collector. Ouais, c'est collector. Je suis pas du tout un acteur, hein. Je me suis très vite rendu compte depuis tout jeune que j'étais pas acteur, hein, que j'étais fait pour être derrière la caméra. C'est autre chose. Ah non, il y a des gens qui ont du vrai talent et voilà, je les laisse. Mais des fois, tu sais, moi je suis pas acteur, ni même réalisateur, mais je regarde beaucoup de films comme beaucoup de gens, mais souvent le premier talent d'un acteur, c'est justement d'être lui-même, au travers du personnage qu'il a interprété, certes, mais en étant exactement lui-même. Donc en fait, de dire qu'on n'a pas le talent d'être acteur, je ne sais pas si c'est pas une contre-vérité en fait. Parce que si tu es aussi passionné dans ce que tu pourrais faire à l'écran, enfin derrière la caméra, de l'autre côté, que tu peux l'être par exemple en nous parlant de ton métier et en arrivant à nous faire adhérer à ton discours tout de suite, à mon avis, tu dois être un très bon acteur, non ? Je peux peut-être jouer le réalisateur dans un film. aussi. Ça peut le faire, ça. Voilà, justement, moi je voudrais que tu nous parles un peu de ton cursus, parce que ça fait un peu moins d'une demi-heure qu'on te connaît, mais je pense que ça peut intéresser les auditeurs de savoir un peu comment on devient Emmanuel Fricero, metteur en scène aujourd'hui, parce que ce jeune homme... Comment il a commencé? Voilà, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un autodidacte pur, tu es passé par les ESRA, tu as fait quoi? De la pub, de la photographie, des mariages, qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous. J'ai tout fait. Il a tout fait. Ça, c'est réglé. Allez, ça, c'est sûr. Développe un petit peu. Déjà, hors antenne, il faut savoir qu'hors antenne, il nous a quand même dit qu'il a fait son premier film à 8 ans. Oui, mais enfin, ça, on est beaucoup à l'avoir fait quand on nous a mis un petit caméscope. Enfin, peut-être qu'à ton époque, ça existait. Mais il faut juste savoir, peut-être à 8 ans, c'était déjà sérieux ton truc? C'était quand même quelque chose. En fait, c'est vraiment là que ça a démarré. Ça dépend la première chose qu'on te met dans les mains quand t'es petit. Hein. Ouais. Je me pose la question à Rocco Siffredi, qu'est-ce qu'on y a mis dans les mains? Il en a fait du cinéma quand même, c'est différent, mais bon. Donc toi, c'était un caméscope. Moi, c'était un caméscope. J'ai récupéré la caméra de mes parents à l'âge de 7-8 ans à peu près. Mes parents sont pas du tout du monde du cinéma ni de l'audiovisuel. Et je me suis pris de passion pour le cinéma et pour faire des films. Et j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que je tournais tous les week-ends, tous les jours, toutes les fêtes de famille. Dès que j'avais des gens à ma disposition, je les mettais devant ma caméra et je faisais des courts-métrages. Voilà. C'est-à-dire le premier petit court-métrage que j'ai fait, c'est un remake d'Indiana Jones. Donc voilà, ce film-là m'a bouleversé de Steven Spielberg. C'était ton petit frère qui jouait le rôle d'Harrison Ford. C'est ça, mon petit frère jouait souvent les méchants alors qu'il a 4 ans de moins que moi, il avait 4 ans. J'ai fait des thrillers, mais des trucs... je me suis renseigné, il paraît que c'est une tête.
teigne. Hein. C'était une teigne. T'as la famille Fricero, c'est une bonne tête de ce thriller. Là, Il est gentil comme tout et il travaille avec moi, on le salue d'ailleurs, bien évidemment. Oui, parce qu'il faut dire c'est une histoire de famille quand même. Hein. J'ai regardé un petit peu là. Excuse-moi, je me suis permis d'aller zoner sur le site internet c'est fait de Fricero Film, tant qu'à faire. Et j'ai vu qu'effectivement le nom Fricero revenait très souvent, ce qui est normal puisque c'est toi qui as créé le truc, mais qu'en fait souvent il y avait un autre prénom qui était associé au nom de famille. Donc je me suis dit c'est une question de fratrie là, ça et tout le monde a mis sa touche. Ouais, j'ai en fait dans ma passion et dans mon délire de jeunesse, au final, j'ai embarqué tout le monde. D'accord. Parce que mon frère c'était mes premiers acteurs et puis après je suis associé avec mon père, je suis associé avec mes amis d'enfance. C'est-à-dire qu'on a tous grandi ensemble autour de ça et voilà, j'ai jamais arrêté en fait, j'ai jamais arrêté de faire des films jusqu'au moment où je suis rentré à l'école de cinéma à l'ESRA. L'ESRA de Nice, oui. Tout à fait. Oui. Voilà, donc là j'ai appris mon métier et j'ai mis des mots sur tout ce que je faisais depuis des années ou que j'essayais de faire en tout cas. Et puis j'ai rencontré plein de gens qui avaient la même passion que moi. Et j'ai commencé à créer mon équipe technique, aller regarder un petit peu qui était le meilleur, qui faisait la meilleure lumière, qui était bon au cadre, au son. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec toi, il y en a beaucoup qui sont sortis de l'ESRA de Nice en même temps où toi tu y étais. Exactement, d'accord. Tout à fait. Alors tu as Alexandre Fricero, producteur associé, tu as Julien Fricero, producteur associé, tu as le gérant Emmanuel Fricero, donc déjà toute la famille Fricero. Après tu as Loïc Landreau. Ouais, tout à fait. Ça c'est le scénariste, oui. Effectivement. Voilà, tu as Stana Broumillac. Tout à fait. Ça, voilà, c'est productrice, comédienne. Oui, tout à fait, exactement. Et Christelle Gonzalez. Oui, mon assistante. Ça, c'est Stana, ça. Oui, exactement. Il suffit juste d'aller faire un tour sur le site et t'as tout sous les yeux. Hein. Exactement, mais je le montre quand même. Et j'ai quand même imprimé la photocopie, donc je peux la montrer. Oui, ça permet d'avoir un visuel, bien évidemment. C'est l'affiche de la série. L'affiche du démarrage à 8 ans, et donc tu n'as jamais cessé. Donc c'est comme ça que ça naît les passions. Ouais, j'ai jamais cessé. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Donc voilà, je travaille. Ça me fait penser à quelqu'un. Qui ça? Bah, je te dirai après. En antenne. Ouais, non, voilà, j'ai tout donné pour faire de ma passion mon métier, en fait, tout simplement. Voilà, et puis petit à petit, on avance, on monte des projets de plus en plus concrets, ambitieux, et puis voilà, on passe les étapes les unes derrière les autres. Parce que mine de rien, ce qui est assez quand même intéressant, c'est que au vu de ce que tu viens de nous dire sur ton cursus et ton évolution, mais c'est que malgré ton âge relativement jeune encore, hein, c'est gentil. Tu as quand même déjà une carrière qui est longue comme un jour sans pain, si je puis me permettre de dire. Et je me suis même laissé dire que tu avais obtenu plus d'une trentaine de prix à travers le monde. C'est-à-dire que, mesdames, messieurs, on est en train de parler d'un metteur en scène local, hein, on peut presque le dire, puisque tu es de Villeneuve-Loubet ou Saint-Laurent. Je suis du Cru, j'ai grandi à Villeneuve-Loubet, voilà. Tout à fait. Et ce jeune homme que vous voyez devant vous a été glané des prix et représenté bien haut le cinéma azuréen dans un premier temps et national même aussi, jusqu'aux États-Unis. Tu as eu des prix à Las Vegas et à Houston. Tu peux nous parler de ça un petit peu? Ouais, c'est arrivé en 2009. 2009. Donc ça date déjà quand même, hein, ça fait 2009, mon premier prix au Festival de Houston avec mon moyen métrage La dernière leçon du parrain. D'accord. On est sélectionné dans ce festival-là et puis avec l'équipe très proche, on se dit et si on allait aux États-Unis pour défendre le projet. Excuse-moi, Emmanuel, question. Comment on peut être, quand on s'appelle Emmanuel Fricero, qu'on fait un court-métrage qui s'appelle donc La dernière leçon du parrain, comment peut-on être sélectionné pour un festival qui se déroule au Texas, à Houston? C'est un truc dingue quand même. Ouais, c'est un truc dingue et surtout ce festival-là, c'est le plus grand et le plus gros festival international du monde. T'as envoyé ton film, ils l'ont pris. Alors, oui, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas le numérique, c'est-à-dire qu'on n'envoyait pas un fichier vidéo que les gens pouvaient voir à distance. Oui. Là, j'ai gravé un DVD et je l'envoie à l'autre bout de la planète. C'est ça, ouais. C'était en 2009. Hein, en 2009. Et à cette inscription, il y a plus de 5500 films qui sont proposés et on se retrouve à remporter le prix du meilleur thriller court-métrage. Il y a 5500 films qui sont proposés mais qui sont retenus pour le festival. Non, sur le festival, il doit y avoir peut-être une dizaine de courts-métrages qui sont sélectionnés. D'accord. Voilà, sur les 5500 proposés. Et moi, j'en fais partie. Donc déjà, première victoire. Mais c'est énorme. Première victoire pour nous, c'est incroyable. Et voilà, on fait le déplacement et il se passe des choses tellement folles là-bas que je me...
C'est un peu le rêve américain. Et là, tu m'as raconté tout à l'heure, hein, n'est-ce pas, hors caméra, et on était en train de boire un coup d'ailleurs, tranquillement à la maison, là, pour faire un petit peu connaissance. Et tu me disais que finalement, tu arrives aux États-Unis, enfin, on est quand même en train de parler de Houston, quoi. C'est quand même pas non plus. Excuse-moi, Jean-Luc, c'est pas Castillon, tu vois. Ah bah, c'est tu sais, Houston, quand tu fais... hein. Non, mais j'allais dire Villeneuve-Loubet-Houston, ça change. Ah, ça Non, change. mais Moi, j'étais le petit Frenchie. Hein. J'étais dans un autre monde. Là, Mais ce qui est incroyable, c'est que tu vas un petit peu développer là-dessus. C'est-à-dire que tu arrives à Houston et finalement, tu trouves beaucoup plus de chaleur humaine à Houston, qui est une ville monstrueuse, que tu as pu en avoir sur les démarches que tu as fait quand tu étais ici en train de tournoyer autour de l'Ezra. C'est dingue. Oui, tout à fait. Ici, c'est sûr qu'avant de faire ce film-là, j'ai tenté plein de choses. Chercher des producteurs, des coproducteurs, des investisseurs, des demandes de subventions. Rien n'a abouti. Donc, on a décidé de le faire par nous-mêmes, ce film-là. C'est quand même un film qui dure 30 minutes. Il y a beaucoup d'action. D'accord. C'est déjà un long court-métrage. Ouais, c'est un long court-métrage. C'était l'idée. C'était de dire, voilà, on peut faire quelque chose qui dure... le titre du titre. La dernière leçon du parrain. Vous pouvez le trouver aussi également. Il y a Marlon Brando qui joue dedans Non, mais par contre, j'ai eu avec une très belle jaquette aussi. Cette jaquette, une très belle affiche. Merci beaucoup. Ouais. C'est du coup c'est mon frère qui s'occupe, donc Julien, qui s'occupe de tous les visuels, toutes les affiches qu'on a pu faire. Ouais, tout à fait. Et du coup, non, j'ai eu le grand honneur de. Je sais que Francis Ford Coppola a vu le film. D'accord. Ah bah oui, quand même. On a un ami en commun qui avait pu lui transmettre le film. Et bien évidemment, moi, déjà, ça s'appelle La dernière leçon du parrain, donc c'est un hommage à tous les films de mafia. Et, oui, parce qu'on va rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qui éventuellement auraient une absence que Francis Ford Coppola a effectivement réalisé le chef-d'œuvre, Le Parrain, les 3 volets, c'est lui qui l'a fait avec Robert De Niro, Al Pacino et le fameux Marlon Brando qui aurait pu venir jouer dans ton film s'il avait été encore présent à l'époque. Ah, on aurait beaucoup aimé, mais voilà, on va continuer à travailler pour pouvoir un jour avoir des acteurs aussi talentueux et mythiques que ça dans mes prochaines productions. Ouais. Donc ça, c'était Houston. Ouais, ça, Allô c'était Houston, ici la Terre. Ouais. Et après, tu es parti à Las Vegas. Regarde, ce qui est génial avec la technique, c'est que tu peux tout faire. Tu peux même rappeler la... Ça vous parle, ça? Ouais. C'est Nino Rota, ça. Incroyable. 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 La musique, la musique te porte, te transporte. J'avais raconté ça dans un spécial cinéma qu'on a fait ici, musique de film, il n'y a pas si longtemps, que la musique qu'on entend de Nino Rota. Nino Rota, c'était un petit peu le compositeur attitré, comme Franck Ancelin pour toi. Ça me permet de saluer Franck au passage d'ailleurs. Et Nino Rota était le compositeur attitré de Federico Fellini, qui était donc le grand responsable de Cinecittà à Rome. Et Francis Coppola, qui était un lointain cousin italien, il lui a téléphoné en lui disant écoute, moi aux États-Unis j'arrive pas à trouver des mecs, j'ai besoin d'avoir une mélodie à l'italienne qui déchire un petit peu, tu vois. Donc l'autre il a dit écoute, je fais une exception, je t'envoie Nino Rota, mais tu me le ramènes vite parce que j'en ai besoin. Et Nino Rota a signé son chef-d'œuvre pour le lointain cousin. Alors Visconti il était dans tous ses états, Fellini, pas Visconti, il était dans tous ses états en disant c'est la dernière fois que tu te casses, toi tu vas rester ici. Tu vois Emmanuel, c'est ça, quand tu vois des émissions avec des passionnés, tu le lances sur un truc, une musique, hop c'est parti. Mais c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. On en revient. Il y en a un autre de passionné qui est arrivé là, qui dirait il est dans son coin. Il est hors antenne. T'as un autre passionné aussi. Ouais, hors antenne. Hors caméra, pardon. Donc on discutait de ce film. On était à Houston. On était à Houston, mais donc Houston, t'as été primé donc finalement. Ouais, Houston. Tu as eu le prix de quoi le prix du meilleur court-métrage thriller. Ouais, thriller action. Donc du coup, c'était une super reconnaissance pour nous, un véritable encouragement. Et la petite fierté du Français qui se dit je fais un film d'action, je vais sur le terrain des Américains et on gagne. Ah là, c'était action thriller. C'est très américain. C'était très américain et c'est pour ça que ça a très bien marché aux États-Unis ce film-là. Derrière ça, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un petit Borsalino alors de 30 minutes ou quoi que tu nous as fait Non, c'est la mafia locale niçoise. Oui, un petit peu. Ouais, c'est le parcours initiatique du fils de la famille qui va prendre le relais du père, pour prendre mais c'est complètement romancé. Oui, c'est complètement romancé. Ouais, tout à fait. Mais voilà, mais déjà, j'imprime un peu ma patte, je montre un peu le cinéma que j'affectionne. C'est là qu'il nous dit, mais c'est totalement autobiographique. Donc, mesdames, messieurs, nous avons la révélation en direct. C'est un documentaire. La famille Fricero, attention. Ah bah écoute, quand tu vois tous les gens qui sont dans le film. Je plaisante. Non, bien évidemment, non, que des comédiens et puis voilà, plein de cascadeurs. Enfin, vraiment, c'est une aventure incroyable. Le cascadeur Sébastien Vajani, ça se présente. Vaiani, pardon. Oui, tout à fait, exactement. Oui.
Et il se demande comment je sais tout ça. Ouais. Non, mais il suffit juste d'avoir le site internet sous les yeux. oui, il prend oui, des oui, notes, là. Alors là, effectivement, c'est un des cascadeurs du film, mais Rachid Boulaïd, Thierry Leca et Ouais. Loïc Landreau. et notamment, voilà. Pourquoi Loïc Landreau, en tant que scénariste, il fait des cascades aussi Ben, Ou il fait des cascades verbales il fait tout, Ouais, fait tout, d'accord. Loïc. Loïc, il est incroyable. Ouais. Non, mais à chaque fois, effectivement, on essaie toujours de donner un petit rôle aussi à tout le monde, hein, aux copains, même de la figuration ou des choses comme ça, parce que ça éclate tout le monde et tout le monde se sent concerné. Mais en revenant sur les cascades, le coordinateur des cascades avec qui je travaille depuis tout le temps, on va surtout le citer, qui s'appelle Jean-François Maras, que j'ai rencontré très très jeune en 3e. Donc on devait avoir 14 ans. Je lui ai dit, tu fais des arts martiaux, c'est ça ? Il m'a dit oui. J'ai dit, moi je fais des films, viens faire des cascades dans mes films. Et on travaille. Et voilà, ça fait 25 ans qu'on bosse Toi, ensemble. tu es assez fidèle en amitié, c'est-à-dire que les gens que tu as vraiment rencontrés, à partir du moment où ça bosse bien ensemble, on continue. Ah ben complètement. Tu changes pas de formule qui gagne. Non, je ne change pas de formule. Et puis surtout, on s'épanouit et on grandit ensemble. On vit des choses tellement intenses à chaque projet que on a envie de se retrouver très rapidement sur d'autres. Puis tu Ouais, sais, quand c'est- tu as des métiers artistiques comme ça, puisque le cinéma, la musique, tout ce qu'on discute tout à l'heure, c'est les métiers artistiques, tu n'as pas l'impression que tu pars travailler. Hein. Tu as l'impression que tu C'est pars pas faux. t'amuser. Oui, c'est pas faux. Mais c'est ça qui est assez pervers d'ailleurs, en fait, Ouais. parce que t'as jamais l'impression que tu travailles, et pourtant c'est même plus qu'un travail. C'est un sacerdoce, donc on va beaucoup plus loin que ça. Ouais, bien sûr, non, c'est une religion, hein, Ouais, c'est-à-dire soit les gens ont l'impression que je travaille jamais, soit ils ont l'impression que je travaille tout le temps. Voilà, je suis tout le temps au boulot en Il n'y fait. a pas de juste Il milieu. n'y a pas de juste milieu, je suis tout le temps au travail. Que ça, voilà, je suis tout le temps en train de réfléchir à ceci, à cela, à préparer la suite, sur un scénario, sur une production, sur de la promo des films précédents. Mais Voilà, tu sais, mon cher ami, que c'est grâce à des gens comme toi, à des gens comme Jean-Luc pour la radio, à des gens comme ce que je peux faire moi aussi par rapport à la musique, qu'effectivement, on arrive à faire oublier à tout un chacun qui sont en plein confinement et complètement attristés d'une situation dont on ne sort pas, d'arriver à s'évader par le biais d'un film, d'une musique, d'une émission de radio. Et ça, c'est très touchant. Alors c'est génial Ouais. parce qu'on a notre personne qui est arrivée hors caméra qui partage le site internet sur le fil d'actualité Frissero Film, comme ça, voilà. Donc on a la personne qui fait les partages et qui s'affiche. Donc vous avez qu'à cliquer sur le lien et vous découvrirez la vie de notre invité ce soir. Donc tu es en train de nous dire qu'en fait on invite des gens dans l'émission qui viennent et qui balancent des followers sur le truc pour faire grossir le CM. Non mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc alors, tu as parlé de Houston, ok, on a Ouais. tout compris. Là tu nous as assis pour le compte parce que c'est la Palme d'Or, tu as eu la Palme d'Or en fait. Alors j'ai eu la Palme d'Or du meilleur film étranger à Las Vegas pour ce film-là, ouais, tout à fait. Excusez, mesdames, messieurs, j'ai envie de chialer là. C'est Ça, énorme. ben- Non, mais Ça, c'est énorme. Ça arrive un tout petit peu après. On fait Ouais. le déplacement aussi. On vit 2009, encore. on rappelle. Hein. Ouais, Ouais, 2009, on vit ouais. encore quelque chose d'incroyable. Voilà, enfin Las Vegas, les États-Unis. Mais Las Vegas, c'est après Ouais, c'est après, ouais. Ouais, c'est Tout de après. suite après ou... Non, c'est. Je pense que ça doit être 9 mois après, peut-être quelque chose comme D'accord, ça. avec 9-10 le mois. même film Avec ou- le même film, ouais. Ah tout à d'accord, fait. encore. Mais Ouais, alors, ouais. c'est un festival de quoi de thriller aussi pareil. Non, c'était un festival généraliste. Hein, Open donc, bar là, il y avait un peu de Open tout. bar, il y a de tout, ouais. Ouais, tout à fait. Mais même à Houston, hein, il y a de tout. Hein. C'est ça qu'il faut Ah, savoir. d'accord. Pareil, hein, à Houston. Toi, tu il y étais a- dans la catégorie des thrillers quand même. Exactement, D'accord. tout à fait. Je remporte le prix du meilleur thriller, ouais, tout à fait, effectivement. Et Mais- donc à Las Vegas, ça fait pareil. Tu renvoies ta candidature. À Las Vegas, même procédure, on renvoie et puis bah voilà, le bonheur d'être sélectionné Ouais. et d'avoir encore un prix et du Palme coup ça. d'Or encore Ben oui, effectivement, ouais, Palme À d'Or. Vegas aussi. Oui, non, alors à Houston, c'est pas une Palme d'Or. Hein. À Houston, c'est le prix du meilleur thriller. Par contre, à Las Vegas, c'est la Palme d'Or du meilleur film étranger. Ah ouais, Voilà, donc là, c'était déjà monté d'un cran. quoi. Là, c'était incroyable. Puis on se lance très très vite sur la suite, hein, bien sûr. Hein. Il y Ouais. aura d'autres. Voilà, le court métrage qu'on enchaîne après, qui s'appelle La Curée, Oui, qu'on tourne en 2013. d'accord. Celui-là, il a voyagé dans le monde entier. Et Donc 2013, ça veut dire que pendant 4 ans, tu es quoi? Tu es sur la promotion ou la finalisation totale Alors, de la vie de la ouais. dernière leçon du parrain. On fait la promo de la dernière leçon du parrain. Vient l'idée déjà à ce moment-là du long métrage. Donc Du parrain. Non, Enfin, pas du tout. non. Non, vraiment de faire mon premier long Ah métrage. d'accord, oui, qui n'a rien à voir avec Qui a ça, rien à d'accord. voir, mais en tout cas qui est bien évidemment dans le genre et dans l'esprit. Et on commence à se pencher sur un polar d'action qui s'appelle Marché Noir, qui est toujours
qu'on a là en développement et qu'on espère pouvoir. Donc depuis 2013 déjà alors. Ouais, même avant, même depuis 2010, même j'avais cette idée-là. Tu fais comme James Cameron, tu prépares tes films 20 ans à l'avance. Je prépare mes films, c'est des très gros budgets. Hein. Ouais. Donc voilà. Et puis surtout, écrire un scénario de long métrage, ça se fait pas en 3 semaines. C'est clair. Là, c'est des années de boulot parce que surtout, ça parle de sujets vraiment très pointus, notamment Marché Noir, ça parle du trafic d'organes. Donc là, on a vraiment travaillé comme des documentalistes, des reporters vraiment d'investigation. Vraiment, on a travaillé avec des médecins, avec des policiers, avec l'ONU. On a vraiment travaillé avec plein de gens. Quoi, voilà, sûr. pour vraiment pas dire n'importe quoi et que tout ce qu'on va pouvoir montrer dans le film, c'est tiré d'histoires vraies, c'est véridique. Voilà. Donc ça, c'était vraiment avant même d'écrire une seule ligne. Hein, c'était vraiment un travail comme ça. Donc du coup, ça prend énormément de temps. Et puis après, tu as la frustration du réalisateur, encore une fois, qui se dit ça fait 5 ans que j'ai pas tourné un film de fiction. J'ai fait plein de choses entre temps, des clips, des pubs, enfin plein de choses, mais j'ai envie de retourner. J'ai envie de retourner. Parce qu'à savoir aussi qu'il fait des clips, des pubs, il a tourné pour Villeneuve-Loubet, pour la ville de Villeneuve-Loubet. Pour la ville aussi, ouais. Ouais, pendant très longtemps, j'ai développé tout le service web vidéo, la chaîne YouTube, tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on essaie de. Moi, de toute façon, mon métier, la passion de l'image, donc créer toujours d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour de la fiction, que ce soit des fois, effectivement, comme tu le disais, pour des clients. Voilà, on vient me demander une prestation, et là, du coup, on est au service des autres. Dis-moi, ce Nous sommes en guerre, donc je rappelle, qui est une mini-série de 6 épisodes. Une web-série. Une web-série que pour l'instant, on peut voir sur YouTube. Est-ce que cette série-là, elle va s'arrêter de vivre par rapport à ce qu'elle a fait pendant toute cette année de confinement, ou est-ce qu'éventuellement tu voudrais essayer de la caser un petit peu à tu voudrais que Macron nous reconfine, quoi. Non, pas du tout, non. Je voudrais sortir de ça, de savoir justement si il peut y avoir une vie encore supérieure à ce qu'a déjà très bien vécu par l'intermédiaire des vues sur YouTube, c'est-à-dire en fait d'avoir peut-être une chaîne de télévision qui achète les droits, enfin je sais pas comment ça se passe. Bien sûr, tout à fait. Vendre ça à Canal ou à TF1, pourquoi pas, parce que le sujet est brûlant quand même. Complètement. Déjà, donc une fois que les diffusions ont été faites, la série est partie en festival. Voilà. Tu as eu des prix aussi, je crois. Ouais, on a eu des prix. On a eu 5 récompenses sur cette série pour le moment. Voilà, donc à Rome, à Los Angeles, à Istanbul, à Reims. Prix de la meilleure. On peut dire que tu as changé le mobilier chez toi pour rentrer tous les prix que tu as gagnés. Même ça pas. Ça devait être terrible. Même pas, malheureusement, parce que c'est très triste, mais malheureusement, il n'y a aucun festival en présentiel. Donc là, pour le coup, on s'est déplacé nulle part, alors que j'aurais rêvé avec l'équipe aller à Rome, si c'est possible, à Los Angeles, à Istanbul. Enfin, vraiment, en tout cas, au moment où on faisait cette série, on n'imaginait pas du tout Parce que les prix dont tu es en train de nous parler, donc tu as eu des prix dans ces villes-là. Oui, tout à fait, exactement. Donc je répète quand même à tous les gens qui n'auraient pas encore compris que Emmanuel Fricero, qui vient donc de Villeneuve-Loubet, qui n'est quand même pas très très loin, a été reconnu mondialement, puisque entre Istanbul, Las Vegas, Houston, tu as parlé de quoi, Rome aussi, Rome, Los Angeles. Los Angeles, avec mon film précédent, donc La Curée, qui était tourné en 2013, le fameux court-métrage, on a remporté 20 récompenses internationales. Donc là, on a vraiment fait dans des domaines différents, c'est-à-dire par rapport aux jeux d'acteurs. Bien sûr, il y a eu des prix généralistes, des prix sur les cascades, les prix sur les acteurs, les effets spéciaux. Et j'ai eu l'honneur d'être récompensé aussi en tant que meilleur réalisateur, donc ça c'est c'est génial. Pour ceux qui nous écoutent ce soir, donc qui nous suivent sur tous nos canaux habituels, si vous avez envie de découvrir ces films, en fin de compte c'est très simple, vous pouvez aller les acheter, le DVD, vous allez faire un petit tour sur la boutique du site internet Fricero Film. Donc je rappelle comment s'écrit Fricero, puisqu'au début je l'ai mal dit, je l'ai mal prononcé. Tu es tout excusé. Fricero, ça s'écrit FRICERO, film toutattaché.com. Avec un S, film. Oui, très important. On a vu, tu en as fait plusieurs. .com, donc d'abord vous tapez dans le moteur de recherche ce que j'ai fait, Fricero Film, vous atterrissez sur le film internet et bien sûr sur le site internet et vous pouvez aller acheter les DVD de La Curée, de La Dernière Leçon et aussi du film Le Homme de Main qui a été tourné et sorti en 2005. Et puis bien sûr vous découvrirez en tout cas toute la vie de, je le signale maintenant parce que je vois qu'il est déjà 18h48. Oui, ça passe vite. Et que vous pouvez découvrir en fin de compte
dont on est en train de vous parler ce soir. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur une scène, parce que j'ai un petit peu regardé le début de la série. Pas ce matin, mais j'avais déjà regardé il y a quelques jours. Et au début d'une scène, on voit effectivement donc, l'actrice principale, Stana, qui est sur son balcon, je suppose. On entend le bruit des klaxons en bas, un petit peu comme tout ce qu'on a vécu au mois de mars de l'année dernière, avec les applaudissements pour les infirmières, que nous saluons au passage d'ailleurs. Et elle est là, hyper nostalgique, à regarder un petit peu ailleurs même, avec une bouteille de bière à la main. Et j'ai adoré ça, parce que j'ai même fait un stop image, parce qu'on n'arrivait pas bien à voir. Je me suis dit, il a quand même pas poussé le vu jusqu'à faire ça. Et je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était vrai. Parce que la bière qu'elle tient dans la main, c'est bien une bière de... On va dire la marque, hein, la marque Corona. Exactement. Vous savez, c'est bière mexicaine Corona, dont il faut dire d'ailleurs que l'action a chuté de manière vertigineuse parce que les gens ont fait l'amalgame entre le coronavirus et la bière du même nom. Ce qui est complètement stupide. Mais... tu comprends mieux pourquoi tu comprends beaucoup mieux pourquoi il y a des gens qui croient à la théorie du complot. Hein, voilà, exactement. Alors qu'ils n'avaient rien à voir, hein, Corona, ils n'avaient rien à voir. Mais c'est à fait le clin d'œil exprès, c'était voulu. Ah, ça. mais bien sûr. Ah oui. Ça, c'était. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça, même dans la série. Au bout d'un moment, elle boit son petit café du matin dans une tasse, et en fait sur la tasse, il y a les affiches de mes films précédents. C'est des petits kiffs. T'as fait un montage savant alors. Des petits kiffs qu'on se fait, quoi, qu'on réfléchit en tant que metteur en scène. On choisit tout, hein. Les habits du comédien, les accessoires. Voilà, c'est vraiment. C'est ce que je te disais. Metteur en scène, c'est vraiment. Pour réduire un petit peu le coût du budget de tes prochains films, tu vas finalement devenir un peu accessoiriste, maquilleur. Peut-être. En tout cas, je me dois de connaître tous ces métiers-là. T'es en train d'apprendre la guitare, tu vas faire la musique aussi, je le sens. Oula, là, c'est plus compliqué ça. Ça, c'est plus compliqué. Franck Ancelin est très très bon là-dessus, je le laisse. Et puis tous les autres aussi, bien évidemment. Je ne vole les métiers de personne. Au contraire, je suis très heureux de travailler avec tous ces gens, tous ces talents. Travailler avec beaucoup de gens différents, mais que c'est toujours les mêmes. En fait, c'est ça qui est. Il y a une espèce de. On retrouve un petit peu le côté Luc Besson. Luc Besson en France, il a fait pas mal ça aussi, notamment avec Eric Serra pour la musique, hein, entre parenthèses. Il a beaucoup travaillé avec les acteurs, Jean Reno. Bien sûr. Moi, je trouve ça très touchant, parce que dans un monde un peu carnassier, hein, quand même, le monde du cinéma, où vraiment les mecs, c'est un peu marche ou crève, tu vois. À partir du moment où il y a beaucoup d'argent, je trouve que c'est très très sympa, moi, de voir cette façon de faire. On se crée notre propre famille. On parle souvent de la famille du cinéma. Je dirais plutôt que moi, j'ai ma famille qui essaie de faire sa place dans le cinéma. Ouais. C'est-à-dire que si tu es invité au César, il faut réserver au moins 4 ou 5 rangées. Alors. Attention les gars, il y a Fricero qui débarque. C'est ça, oui. 2 quarts entiers, s'il vous plaît. On arrive, on espère. Enfin, ça, on en rêve un jour de retourner. Bon, dis-moi, cher ami, on va utiliser les dernières minutes de cette magnifique émission. J'espère en tout cas que les gens... mais moi, vous savez ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de partager la bande-annonce du film dont on est en train de parler. Ouais. Nous sommes en guerre, c'est ça, sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Oui, moi je voulais qu'on termine avec effectivement donc ton projet, parce que aujourd'hui nous sommes en guerre. On verra bien ce qui va se passer. Peut-être même un jour un long métrage de Nous sommes en guerre. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. Mais je crois savoir, puis j'en suis même certain puisque tu m'en as parlé. on va arrêter les sous-entendus. Tu as donc un long métrage qui est en préparation là actuellement. Tu avais déjà travaillé dessus. Le film n'est pas encore réalisé, mais tout est dans ta tête. Oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle Padré, c'est ça. C'est ça. C'est un long métrage. On est dessus depuis quelques années déjà, effectivement. C'est un thriller spirituel avec encore un beau message d'espoir. Ça va se tourner en France ? Alors oui, on espère, en très grande partie sur la Côte d'Azur. D'accord. Évidemment. Ah oui, d'accord. Il y a quelques séquences qui se déroulent à Rome. Aussi également. Donc voilà, là on est vraiment en train de travailler dessus. Donc le scénario est coécrit avec Loïc. Toujours Loïc, exactement. La musique sera faite par Franck Ancelin aussi. J'espère bien. J'espère qu'il accepte. Stana a un rôle dans le film aussi. J'espère aussi. Je vais pas tout dévoiler non plus. Faut que je garde un peu de suspense. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que moi j'ai vu l'affiche, hein, parce que je crois qu'elle est visible. Je crois que sur le site on doit. Oui, tout à fait. On a fait une annonce officielle sur ce projet. On voit un bel athlète de dos. Hein, oui. Avec vraiment ce qu'on appelle le mec taillé en V quand même, tu vois. Alors la question qui me vient tout naturellement, est-ce que c'est toi sur l'affiche ? Je sens que les jeunes filles en ébullition se posent déjà la question. C'est lui ? Je l'ai sous les yeux, effectivement. À ton avis, c'est Manuel ? Ouais. Depuis qu'on a dit ça, il a bombé un peu le torse. Non. Là. Ouais. Non. Je rêverais que ce soit moi, mais malheureusement, c'est pas moi. C'est un photomontage.
fait des Donc super trucs. c'est l'acteur principal alors sûrement. Alors c'est une préaffiche, hein. C'est une préaffiche, donc c'est pas le véritable acteur. Donc une fois qu'on l'aura et que ce sera signé et compagnie, et que le film est sûr de sortir, qu'on a les dates et compagnie, tout ça, il sera bien évidemment, Parce ce que sera lui. t'as pas envie de l'embêter quand il mange son 4 heures. Lui, il vaut mieux être son meilleur ami. Parce Il que en mange franchement, beaucoup le des gars- 4 heures pour être comme ça d'ailleurs. Là c'est sûr. Hein. Tu sais, avec Photoshop, on peut faire beaucoup de choses. Aussi, c'est vrai. Ouais, c'est un film qu'on espère tourner très rapidement. Hein. Bah En oui, tout cas, parce que voilà. là, pour l'instant, on est un peu dans le flou. Parce qu'il faudra bien sûr qu'on soit définitivement sorti de tout ce merdier pour qu'on puisse pour que tu puisses envisager d'aller plus loin. Exactement. Alors après, voilà, le film en ce moment, il est en lecture chez plein de gens, hein, voilà, chez plein de partenaires, que ce soit des coproducteurs, des producteurs, les plateformes, bien évidemment, les distributeurs. Ouais. Voilà, on s'interdit rien. Mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien, ça s'annonce très bien. On commence déjà à avoir du casting, des noms au casting. Donc, Parce qu'excuse-moi de te couper, mon cher Emmanuel, mais au niveau du casting, alors comment ça se passe? Parce qu'en général, un casting, il y a un directeur de On casting l'arrête. qui peut être toi d'ailleurs, hein, mais est-ce que tu convoques des acteurs? Tu regardes un petit peu celui ou celle qui collerait le mieux à ce que tu veux? Ou est-ce qu'il y a des gens qui se proposent spontanément aussi pour venir? alors là, dans un premier temps, c'est vraiment, comme on dit, les têtes d'affiche du projet. Ça, c'est moi qui les ai choisis. D'accord. Voilà. T'as C'est-à-dire, déjà choisi? oui. C'est-à-dire que déjà, il y a l'envie de travailler avec un tel ou un tel qui arrive. Ensuite, il y a une proposition. Bien évidemment, on passe par l'agent, avec le scénario, avec des dossiers de production et une envie de travailler avec ces gens-là. Et des fois ça marche, des fois ça marche Donc, pas. excuse-moi de te couper encore une fois, mais c'est mon rôle hein, de faire chier tout le monde. Mais... Coupe-moi. Donc ça veut dire, je veux pas qu'on dévoile quoi que ce soit pour Ouais. pas jeter la choucoumoune comme on dit, mais ça veut dire déjà que si tu as envie de travailler avec ces gens-là, c'est que c'est des gens qui ont déjà bien travaillé, que tu connais déjà, donc peut-être des gens qu'on connaît aussi dans le milieu du bien cinéma, sûr. certainement. Bien sûr, c'est des gens que tout le monde connaît, bien évidemment. Donc là Donc, c'est- déjà, on monte encore un petit peu en puissance. Bien sûr, notamment, un long métrage, c'est énormément d'argent, c'est des gros budgets, donc il faut aussi qu'on ait des têtes connues pour inciter les gens à aller se déplacer en salle, parce que ça coûte quand même de l'argent pour aller voir un film maintenant. Voilà, le billet est quand même assez cher, donc il faut qu'il y ait tout un ensemble de choses qui fassent qu'on a envie d'aller voir ce film, c'est-à-dire soit pour son sujet, soit pour ses acteurs, soit pour son metteur en scène, pour le décor, pour le lieu, la Côte d'Azur, Rome, plein de choses, et du coup c'est un travail, c'est un vrai travail d'équipe, et le fait qu'il y ait un gros acteur ou des gros acteurs qui puissent porter le projet à l'écran et le défendre, et ça bien évidemment ça nous aide beaucoup. Donc il y a l'envie de travailler avec des gens, et il y a des belles choses, ouais. Il y a des noms, il y a des noms qui arrivent, ouais, tout à fait. On est impatients, nous, hein, Voilà. de savoir Tu un veux à petit tout prix peu... le faire dire, mais il te le dira Non, pas. non, donc non, c'est pas non, la non, peine non. d'essayer. Non, je le dirais pas. Non, On arrive restons tranquillement au délicats. bout, mon cher Thierry, de Oui. notre émission ce soir. On ne voit pas le temps passer avec un invité ce soir qui est adorable. Ah, moi, puisque- comme dirait notre ami Cyril Hanouna, j'ai kiffé. Voilà, on a kiffé. En tout cas, On a kiffé Emmanuel Frissero. Merci mes petites beautés. Voilà. J'aurais pu répondre ça. Voilà. Et pourquoi c'est ce qu'il Les dit. chéris, Ouais, merci d'accord. d'être venus, les chéris. Donc, comme je suis pas tout le temps, donc effectivement. En tout cas, on a passé bien sûr un excellent moment, Ouais. Thierry. Merci pour avoir choisi cet invité, puisque je rappelle à nos auditeurs que cette émission, c'est l'émission à Thierry, et c'est lui qui fait le casting, comme on dit. Et une chose importante, parce que je tiens à le dire, parce que de là où il est, je sais pas où il se trouve aux États-Unis, mais s'il a entendu le pauvre, il se dira quand même qu'on a été un petit peu gonflé. Parce que le mois dernier, j'avais décidé de faire, vous savez que chaque mois, je prends un film ou éventuellement un réalisateur ou un acteur et j'essaye de décortiquer un petit peu la carrière pour faire le sujet, n'est-ce pas? Et j'avais quand même ciblé Steven Spielberg, Ouais. qui n'est quand même ça sera pas pour la le prochaine. qui n'est pas le premier Emmanuel Frissero qui passe, vous voyez ce que je veux dire? On l'attend ici, Voilà. hein. S'il vient Donc, ici, je serai là, hein, Il y a- c'est il y a sûr. un mois, j'ai dégagé Spielberg, je l'ai mis sur la touche On veut pour bien qu'on que fasse tu- Machina Film avec ton ami Dominique là, Oui, tout à et fait. parler du film Spleen de Fabien Carabin que je Et là, salue encore. Tu as encore fait pareil. Là, cette Voilà. fois-ci. Et Bah, donc c'est- là, je devais faire Spielberg aujourd'hui. Entre-temps, toi, tu as eu vent de la radio de Castillon. Donc on s'est contacté, hein, on peut le dire. Hein, ça s'est Bien fait de évidemment, manière ça s'est fait. tout à à fait amicale. Et moi, Ouais. j'adore quand on se Ça veut dire qu'on est une rencontre. petite radio qui monte. Hein. Oui,
petite radio qui monte. Bien Alors, sûr. on n'aura pas encore Bah, Steven écoute, Spielberg, parce que là, Si, quand même, si on a un faut quand même- cinéaste du cursus de faut notre pas te la ami raconter. qui vient à Castillon faire une émission, c'est que quand même il y a du Voilà. poids, tu vois ce que je veux Moi, dire. c'est un grand plaisir d'être Eh là. ouais, hein. hein. De toute façon, On c'est est bien toujours accueillis, un bonheur. On est bien euh, accueillis et c'est toujours un bonheur de Voilà. partager des Ouais. passions, des histoires. Donc je terminerai juste en C'est dire ce que qu'on va j'ai faire encore en dégagé mon Spielberg que j'ai remis sur la touche pour qu'on puisse t'accueillir dans les meilleures conditions. J'espère que tu seras Là, je suis sensible. honoré. Je suis Voilà. très honoré. Donc même. je dis à qui voudra bien l'entendre, à mes chers auditeurs et auditrices, que normalement, pour la dernière de la saison, je pense que ça sera la dernière, je Mois de suppose. juin, pour Au début du mois de juin, parce qu'après, on va mai-juin, clôturer, après, on hein. fait un break sur les Voilà. directs juillet-août, mais quoique, on verra. Mais en tout cas, voilà, on fera un petit Voilà. break et on se On retrouvera. parlera bien de sûr, Steven en Spielberg. septembre, en septembre. La prochaine fois, on parlera de Spielberg et Ah, il y a peut-être même beaucoup. tu pourrais peut-être même presque revenir parce que je crois que tu es un grand fan de Steven Ouais, Spielberg. très très grand fan de Spielberg. Ah, mais il c'est- pourrait co-animer Ouais. cette émission avec nous, pourquoi pas? Je sais pas, écoutez, je te lance ça. attendez. Si tu n'es pas encore déjà Eh ben voilà, c'est fait. comment dire, L'invitation est lancée. accaparé par la mise en scène du Eh ben, Padre. ce serait avec grand, Hein, grand on plaisir. verra, Alors, ouais. moi, je voudrais rappeler pour clôturer cette émission, déjà merci Emmanuel d'être venu jusqu'à Ouais. Castillon pour parler de ton métier, mais ta passion, puisque je rappelle que tu as démarré à 8 ans et je t'expliquerai hors antenne pourquoi ça me rappelle quelqu'un. Et donc, moi, je vous invite pour vraiment découvrir à fond l'invité de ce soir, Emmanuel Frissero, d'aller faire un tour sur son site internet, Oui, oui, oui. Frissero Film, avec un S à la fin.com. Vous y découvrirez bien sûr tous ces courts-métrages et longs-métrages, en tout cas tout ce que nous avons parlé ce soir. Vous pouvez bien sûr acheter les DVD si ça vous intéresse. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi, grâce au site internet, atterrir sur la page YouTube, la page Facebook, et sur YouTube, vous découvrirez la web-série Nous sommes en guerre, qui a été donc voilà. primée à travers le monde, à Istanbul, à Rome, à Los Angeles. C'est Voilà. impressionnant. En tout cas, on peut découvrir tout ça, en tout cas, grâce à Internet, grâce à la technologie Voilà. d'aujourd'hui. Et Exactement. on nous écoute aussi. Merci. Et grâce à toi, puisque grâce à toi, tout ça est ben connu nous, maintenant de nos auditeurs. Et connu de nos Et de nos auditeurs. Et auditrices. puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver la totalité de l'émission sur notre chaîne YouTube. Et puis bien sûr le podcast aussi audio si vous voulez l'écouter. Mais en tout cas, on transmettra tout ça dès ce soir à notre cher Emmanuel Frissero. Je le rappelle, producteur, réalisateur, auteur et un tout petit peu interprète. Un tout petit peu. Merci à vous en tout cas. C'était Merci à vraiment toi, c'était très plaisant. Très sympa. Eh ben, on va sympa. démarrer, Merci, Jean-Luc. on va reprendre le cours de notre programme en musique, bien sûr, mais juste avant les programmes télé de ce soir, puisqu'on a parlé cinéma, tant qu'à faire, on redémarre avec les programmes TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonsoir. Et puis pour ma Bye part, bye. c'est rendez-vous vendredi matin pour la matinale de 9h à 12h. Bye bye à tous. Ciao, ciao. Des idées de sortie, des bons plans, des jeux, des infos, vos dédicaces en direct. C'est tous les jours sur Fréquence Méditerranée.